Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons revoir les figures de style préférées de la poésie. Mais qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est une façon particulière d'employer ou de disposer les mots pour rendre ce que l'on veut dire plus expressif. L'emploi d'une figure de style n'est pas gratuit. Le sens du propos, souvent, en est précisé. Prenons un exemple. Sans travailler particulièrement mon propos, je pourrais dire simplement, de façon neutre, le repas est bon. En employant des figures de style, je vais préciser mon propos. Je pourrais dire, par exemple, le repas est divin. En employant une hyperbole, divin, j'exprime davantage l'enthousiasme qui m'anime devant le repas. Si maintenant je dis le poulet, la sauge, les asperges, tout est bon, j'emploie ce qu'on appelle une énumération et je mets ainsi plutôt en valeur mon compliment. Enfin, en disant bon cuisinier, heureux mangeur, je fais ce qu'on appelle un parallélisme et je souligne ici ma chaleureuse gratitude envers le cuisinier. Évidemment, toutes ces phrases conduisent au même sens général. J'exprime ainsi ma satisfaction et je cherche à remercier le cuisinier. Néanmoins, chaque phrase se distingue par des nuances de sens. La figure de style crée du sens, elle produit des effets, et les auteurs aiment à jouer avec ces effets de sens. À nous de savoir les repérer et les expliquer. On trouve des figures de style dans tous les genres littéraires, mais nous allons nous intéresser aux figures de style préférées de la poésie. La poésie a essentiellement recours à deux types de figures de style. Les figures de style qui font naître des images et les figures de style qui créent de la musicalité. Commençons avec les figures de style qui font naître les images. On se rappellera, on l'a vu tout au long du chapitre, que la poésie possède un pouvoir transfigurateur et que le poète, avec le regard si particulier qu'il porte sur le monde, peut être considéré comme un voyant. Il partage ses visions avec son lecteur et développe ainsi son imaginaire. Il cherche à faire naître en lui des images. La comparaison. Vous vous souvenez, dans le poème de Verlaine, le poète comparait les fils du télégraphe à un paraphe. La comparaison consiste à rapprocher deux éléments qui ont un point commun en utilisant un outil de comparaison. Ces comparaisons créent des images souvent insolites qui font apparaître des liens originaux. Certains poètes, comme les surréalistes, vont même jusqu'à rapprocher deux éléments qui n'ont aucun point commun. Vous connaissez sans doute le vers de Paul Éluard « La terre est bleue comme une orange ». La métaphore est une comparaison, mais qui n'utilise pas d'outil de comparaison. Elle crée les mêmes effets exactement que la comparaison, mais elle est plus condensée et elle apporte davantage de mystère. Pour terminer sur la métaphore, je vais lui associer une figure de style plutôt insolite. Elle plaira aux amateurs de mots compliqués ou aux amateurs de figures de style un peu rares. Il s'agit de ce qu'on appelle la catachrèse. Si vous ne connaissez pas cette figure de style, peut-être avez-vous déjà entendu le capitaine Haddock utiliser ce mot comme une insulte. La catachrèse, c'est tout simplement une métaphore qui est passée dans le langage commun, comme les pieds d'une chaise, les pieds d'une table ou les ailes d'un avion. La personnification, qui consiste à attribuer des qualités humaines à un objet inanimé ou à un animal, rend les choses beaucoup plus vivantes et beaucoup plus saisissantes, comme dans le poème de Verlaine où l'on percevait le paysage qui courait. L'allégorie, dont je vous rappelle qu'elle consiste à représenter quelque chose d'abstrait par un être animé, l'allégorie facilite grandement la compréhension d'idées abstraites qui sont parfois difficiles à se représenter. Et vous vous rappelez, dans le poème de Verlaine, l'adolescent, dans son train, pensait à sa bien-aimée et en faisant une allégorie, il rendait sa présence moins abstraite. Dernière figure de style qui vise, elle aussi, à faire naître des images, c'est la périphrase. Elle permet d'éviter les répétitions, elle permet de préciser les choses, elle permet parfois de souligner une qualité et parfois elle crée une attente ou un mystère assez savoureux.
Si la poésie utilise de nombreuses figures de style qui visent à faire naître des images, à créer des images, la poésie emploie également de nombreuses figures de style qui créent une forme de musicalité. Au départ, la poésie était toujours accompagnée de musique, et ce jusqu'au XIXe siècle. Mais ce qui explique surtout le caractère musical de la poésie, c'est le fait que contrairement au roman, elle n'a pas une progression linéaire et chronologique, ou rarement en tout cas. La poésie a plutôt une progression concentrique et en spirale, parce que la poésie cherche à exprimer des sentiments. Et pour préciser ces sentiments, elle est obligée de ressasser ses idées, de les reprendre en permanence. Par conséquent, les figures de style que va préférer la poésie concernant la musicalité, ce sont les figures de style qui visent à la répétition, d'où la progression concentrique et en spirale dont je vous parlais, qui s'illustre assez bien, je trouve, sur cette prise de notes qui a été faite par l'un d'entre vous sur le poème de Verlaine. La poésie peut d'abord répéter des sons, évidemment en recourant aux rimes, mais également en recourant au procédé qu'on appelle l'allitération. C'est un effet immédiatement musical qui va rythmer le texte et qui peut parfois chercher à reproduire, c'est ce qu'on appelle l'harmonie imitative, un bruit. Et il peut faire de même avec une autre figure de style qui est aussi une répétition de sons et qu'on appelle l'assonance. L'assonance ne vise pas à répéter un son consonne, mais un son voyelle. Le poète peut aussi choisir de répéter des mots. Si la répétition est choisie, mesurée et qu'elle est faite à dessein, elle peut apporter au sens du texte. L'anaphore est aussi une figure qui consiste à répéter des mots. Cette répétition va créer un rythme et on l'utilise généralement pour insister sur une idée. Elle va donc souvent traduire une obsession ou la volonté de la part de l'auteur de convaincre. Ce qu'on peut ressentir aussi parfois avec l'anaphore, c'est une forme d'urgence. En répétant un vers ou un groupe de vers à plusieurs reprises dans le poème, il est bien évident que le poète insiste sur une idée fondamentale tout en créant une dimension musicale qui rappelle la chanson. Enfin, pour créer de la musicalité, le poète peut chercher à créer un rythme particulier. Il peut choisir de recourir aux vers réguliers ou aux vers libres pour créer des ruptures de rythme. L'énumération, outre le fait qu'elle crée du rythme, donne une impression de quantité ou de grandeur, comme lorsque le paysage défile et que les images se superposent dans le paysage de Verlaine. Le parallélisme lui aussi crée une forme de rythme. L'enjambement, lui, crée un effet de rupture, puisque l'enjambement consiste à séparer deux groupes de mots qui auraient dû être laissés grammaticalement ensemble pour déborder sur le vers suivant. On casse la structure grammaticale et on crée ainsi un rythme particulier. Enfin, la ponctuation, elle est d'une certaine façon libre dans la poésie, libre au poète, comme par exemple Blaise Cendrars, de ne pas ponctuer sa poésie pour créer une impression d'effet galopant et d'essoufflement. Toutes ces figures de style, qu'elles visent à faire naître des images ou à créer une forme de musicalité, peuvent être employées à la fois en poésie et en prose, mais ce sont vraiment les images privilégiées et préférées de la poésie pour les raisons que nous avons évoquées. Je vous encourage vivement à vous familiariser avec ces figures de style, à savoir les repérer chez les auteurs et surtout les interpréter. Demandez-vous quel effet est recherché par l'auteur et je vous engage aussi à vous emparer de ces figures de style pour les utiliser dans vos propres écrits. À demain.